Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans ces lieux que vous avez fréquentés il y a quelques années. Donc, on m'a demandé de vous parler de problèmes fréquents. Vous m'entendez bien? Non? Bon. On m'a demandé de vous parler de problèmes relativement fréquents qui sont les dysthyroïdies. Et en fait, donc, j'ai essayé d'articuler les choses de manière très pratique. Donc en fait, je vais vous faire travailler, je vais vous poser des questions, et puis on va en discuter ensemble au fur et à mesure. Donc plusieurs situations cliniques que j'aimerais envisager avec vous. Donc la première est celui d'une femme de 75 ans qui présente de fréquents épisodes de palpitations. Alors son cardiologue a retrouvé une arythmie auriculaire paroxystique, et à ce titre, vous évoquez la possibilité d'une hyperthyroïdie. Donc, suspicion d'hyperthyroïdie chez une femme âgée qui présente des troubles du rythme supraauriculaire. Et quel bilan de première intention? Je vous propose plusieurs choix. T4 libre, T3 libre, TSH. T4 libre, TSH. T3 libre, TSH. Juste TSH ou juste T3, T4 libre. Alors, je ne vais pas descendre dans les rangs pour interroger des gens. C'est ce que je fais habituellement avec les plus jeunes. J'adore tirer les oreilles au passage. Surtout des jeunes filles, pardonnez-moi. Alors, est-ce que des gens font le A? Est-ce que les gens votent pour A? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui votent pour B? Non plus. Est-ce qu'il y a des gens qui votent pour C? Non plus. Pour D? Oui. Et pour E? Non. Bon, parfait. Donc tout le monde ne retient que la TSH, et c'est tout à fait pertinent, au moins dans une analyse de première intention. Ce petit schéma vous rappelle le feedback classique, le rétrocontrôle des hormones thyroïdiennes sur le tissu hypophysaire. Et effectivement, l'hypophyse est la première informée d'un excès même très modéré d'hormones thyroïdiennes. Donc on peut retenir, même si ce n'est pas tout à fait juste, un adage selon lequel l'hypophyse est le tissu le plus sensible à l'imprégnation d'hormones thyroïdiennes. Donc le dépistage, c'est la TSH. Si la TSH est basse, on fera dans un second temps la T4, qui, elle, vous permettra de quantifier l'intensité de l'hyperthyroïdie. Et le dosage de la T3, on va le voir, n'est réservé qu'à des cas particuliers. Donc on progresse dans ce cas et on fait une réévaluation. Donc on confirme que la TSH est effondrée, mais la T4 que l'on mesure n'est pas très élevée. Elle est à 17 picomoles par litre pour une normale entre 10 et 20. Et je vous rappelle, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'il n'y a pas à proprement parler d'hyperthyroïdie sur le plan clinique, en dehors de cette fibrillation auriculaire. Donc à ce stade-là, quel bilan complémentaire? Je vous propose qu'on dose la T3 libre, les anticorps antirécepteurs de la TSH, qu'on fasse une IRM de l'hypophyse, qu'on fasse des anticorps anti-TPO, qu'on recherche une prise de médicaments iodés et qu'on fasse une échographie cervicale. Alors plusieurs réponses sont envisageables, bien entendu. Est-ce que vous savez un truc, le jeu des 1000 francs, on pourrait... Une petite clochette, on pourrait entendre les secondes s'égrener. Je suis sûr que l'iPhone doit avoir une application jeu des 1000 francs. Alors, T3 libre, est-ce que des gens le feraient à ce moment-là? Oui, on serait tenté de le faire parce qu'on a quand même une petite discordance entre une TSH effondrée qui vous dit il y a une hyperthyroïdie et une T4 qui n'est pas élevée pour autant. Anticorps antirécepteurs de la TSH, donc ça veut dire que vous croyez qu'il y a une hyperthyroïdie et vous avez envie de connaître son étiologie. IRM hypophysaire? Il n'y a pas de raison. Anticorps anti-TPO? Non, il n'y a pas de raison. Les anticorps anti-TPO sont surtout des marqueurs d'étiologie d'hypothyroïdie, même s'ils peuvent être élevés aussi dans l'hyperthyroïdie, mais on n'est pas dans cette démarche. Recherche de médicaments iodés? Bien sûr, les médicaments iodés, la surcharge iodée peut entraîner une hyperthyroïdie. Échographie cervicale? Qui fait une échographie cervicale à ce stade? Ok, alors... Les réponses que je vous suggère, c'est effectivement T3 libre, du fait de cette incohérence avec cette T4 qui reste normale alors que la TSH est effondrée, des anticorps antirécepteurs dans le cadre de l'enquête étiologique de l'hyperthyroïdie, la recherche de médicaments iodés au même titre, et également l'échographie cervicale, car comme on va le revoir, cette formule biologique chez une personne qui, je vous le rappelle, est un petit peu âgée, et cette formule biologique qui associe une TSH isolément basse et une T4 normale ou à l'hémisphère la normale, évoque fortement un goitre nodulaire, en plus compte tenu du terrain. Alors,
Ça c'est un graphe un peu théorique, mais qui est vérifié en fait en pratique, qui vous rappelle qui en fait met en relation le taux de T4 et le taux de TSH. Il vous rappelle que chez chaque personne, en vertu du feedback qu'on a vu tout à l'heure, là, il y a un point d'équilibre, les Américains disent un set-up point, entre le taux de TSH et le taux de T4. Et ce set point, il est à différents niveaux d'un individu à l'autre. Ces trois individus différents, ABC, mais ce qu'on voit clairement, c'est que plus la T4 monte, plus la TSH baisse. Ça illustre cette relation de feedback négatif. Et là, ici, dans ce cadre-là, vous avez les valeurs normales de la T4. Alors, prenons Monsieur A. Monsieur A, voilà son set point individuel, il est là. Donc, il a une valeur de T4 que vous voyez qui est dans la normale, et il a une TSH qui est à 2 ou quelques. Alors, ce qu'il faut remarquer, j'ai oublié de vous le dire, c'est que là, c'est une échelle logarithmique. Là, c'est une échelle décimale, c'est une échelle logarithmique. C'est-à-dire que la TSH bouge beaucoup plus vite que la T4 n'augmente. Hein, la TSH diminue beaucoup plus vite que la T4 n'augmente. Donc, cette personne qui a 12, sa valeur de T4 à elle sur cette point est de 12. Si elle passe de 12 à 21, vous voyez qu'elle est toujours dans les valeurs de la normale. Elle a une T4 dans les valeurs normales de la population considérée. Mais pour elle, sa valeur physiologique à elle de T4, c'est 11 ou 12. Donc elle reste dans la normale de la population, mais elle est passée en hyperthyroïdie, clairement. Elle n'est pas en hyperthyroïdie par rapport à la population, mais par rapport à sa valeur à elle, elle est en hyperthyroïdie. Et la TSH, je vous le dis, parce qu'alors que votre T4 sera toujours normale, ou dans la normale que vous indique le laboratoire, sa TSH, elle sera effondrée. Donc c'est un message important à retenir, je crois, c'est que l'hyperthyroïdie, à minima, qui ne se traduit que par une TSH basse et une T4 encore normale, ça existe. Ce n'est pas une hyperthyroïdie très intense, mais c'est une entité qui existe. Et j'espère vous l'avoir montré. Donc, ça, ce sont les étiologies des hyperthyroïdies les plus courantes. Hein. La maïle basse d'eau, avec des anticorps qui vont activer, anticorps sur la TSH, adénome toxique, goître multinodulaire toxique, et les hyperthyroïdites, dont nous reparlerons peut-être. Et donc, il existe un gradient entre ces trois lésions avec l'âge. Et effectivement, la maïle basse d'eau, c'est l'apanage des gens jeunes, et le goître multinodulaire, c'est l'apanage des gens âgés. Donc, chez cette personne, les anticorps antirécepteurs étaient négatifs. La palpation et l'échographie cervicale ont vu un nodule dominant, plusieurs nodules, dont un nodule dominant. Et là, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait comme examen supplémentaire à ce stade-là? Là, on va faire la scintigraphie. On ne la ferait certainement pas avant, mais devant un goître nodulaire avec une hyperthyroïdie, c'est là qu'on fait la scintigraphie. On ne la ferait certainement pas devant un goître nodulaire sans hyperthyroïdie. Un goître nodulaire sans hyperthyroïdie, il n'y a pas de scintigraphie à faire. C'est un goître nodulaire avec hyperthyroïdie. C'est ce cas de figure. Et effectivement, on voit que ce nodule fixe de manière intense et éteint le reste du parenchyme thyroïdien. C'est donc un nodule thyroïdien toxique. Alors, je vous rappelle donc ce cas clinique, c'est pour illustrer d'une part la variabilité individuelle entre les individus de la sensibilité tissulaire aux hormones thyroïdiennes. Quand on mesure la T4, on la mesure dans le sang. C'est le principe des hormones. Et ce qui compte, c'est les hormones pas dans le sang, c'est dans les tissus. Donc on peut avoir une petite élévation hormonale et une grosse conséquence clinique. Et c'est le cas en particulier pour l'hyperthyroïdie de la personne âgée qui est plus vulnérable. Cette hyperthyroïdie à minima chez une femme de 20 ans n'aurait peut-être rien donné, mais chez elle, comme son cœur a beaucoup battu, ça donne une arythmie cardiaque. Donc il faut croire à cette entité. Et je vous rappelle que l'hyperthyroïdie à minima, eh bien, c'est quand même une situation délétère. Et il y a des travaux qui montrent que ça s'accompagne d'une surmortalité et notamment d'une augmentation des troubles du rythme supraventriculaire chez les personnes âgées au-delà de 60 ans. Donc c'est une entité qu'il faut traiter. Et c'est ce qui s'est passé pour notre patiente, puisqu'on lui a fait une thyroïdectomie, qu'on lui donne de l'évothyrox et qu'on a donc pu la TSH remonter et que les troubles du rythme ont disparu. Question? Ok, j'enchaîne. Donc un deuxième cas clinique, une femme de 22 ans qui consulte pour un petit goître homogène qu'on a découvert lors d'un examen systématique. Elle n'a pas d'antécédent particulier en dehors d'un vitiligo. Donc petit goître, vitiligo, rien d'autre. Bilan de première intention, T4, T3, TSH, TSH seul, anticorps antirécepteurs de la TSH, anticorps anti-TPO,
anticorps antithyroglobulines. Qui vote pour A? Personne. Les gens sont économes, c'est parfait. Qui vote pour B? Ok, on se pose la question de savoir si c'est une hypothyroïdie, bien entendu. Anticorps antirécepteur à la TSH? Non, c'est l'outil immunologique qu'on utilise dans la maladie de base d'eau, donc en cas d'hyperthyroïdie. Anticorps anti-TPO? Petit goitre, femme jeune? Ouais. Anticorps antithyroglobulines? Personne? Bon, je pense qu'il y a un biais de recrutement dans cet amphithéâtre-là. Donc, les réponses, c'est la TSH, bien entendu. Petit goitre, y a-t-il une dysthyroïdie sous-jacente? Et également anticorps anti-TPO, car les goitres, même sans hypothyroïdie chez une femme jeune, surtout avec le vitiligo qui oriente vers un contexte auto-immunitaire, un petit goitre peut être lié à une thyroïdite d'Hashimoto, qui est encore un stade sans hypothyroïdie, mais qu'on va suivre de manière particulière si on sait qu'elle a une forte probabilité d'évoluer vers l'hypothyroïdie. Donc là, on ne mesure que la TSH, et je vous rappelle l'adage, l'hypophyse est le tissu le plus sensible à l'imprégnation en hormones thyroïdiennes. Donc l'hypophyse est capable de sentir qu'il y a une diminution de la production de T4, alors même que la T4 est toujours dans les limites de la normale. C'est l'image en miroir de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc la T4 est faite dans un second temps. Vous avez d'ailleurs ici un graphe issu d'un textbook qui vous montre l'évolution classique de la maladie d'Hashimoto, dans laquelle, vous savez, le parenchyme thyroïdien va être détruit de manière très progressive par l'infoplasmocytaire. Ça va se dérouler sur des années, voire des dizaines d'années. Et au début, parmi les premiers stades, on va simplement avoir la TSH. La T4 va baisser, mais elle va rester dans les fourchettes de la normale. Et la TSH va s'élever. Puis ça n'est que dans un second temps, au fur et à mesure que la chute de production de T4 s'accroît, que la TSH augmente encore plus. Donc vraiment, au tout début, on a un stade où on a une élévation modérée et isolée de la TSH. Alors, pour les anticorps, je suis content que vous ayez dit on ne fait que les anticorps anti-TPO. Parce que la plupart des gens que je vois en consultation, ils arrivent déjà avec un bilan, où ils ont à peu près tout d'ailleurs, mais aussi des choses inutiles. Et notamment, lorsqu'il y a une enquête d'une hypothyroïdie, je trouve souvent des gens qui ont à la fois des anticorps anti-TPO et anti-thyroglobulines qui ont été dosés. Ça n'est pas utile. La sensibilité des anticorps anti-TPO est de 100%. En clair, les thyroïdies d'Hashimoto, anticorps anti-TPO normal, ça n'existe pas. Bien entendu, vous savez que c'est jamais vrai. Le créateur a toujours prévu de faire des petits cas un peu à part des moutons à 5 pattes, mais c'est une règle quand même qu'on peut considérer comme quasi-universelle. Alors que la sensibilité des anticorps anti-thyroglobulines n'est que de 70%. Donc les anticorps anti-TPO vous donneront toujours la solution de dire il y a un terrain dysimmunitaire sous-jacent, et les anticorps anti-thyroglobulines pourront, par contre, vous les ignorer. Donc le dosage des anticorps anti-TG est inutile. Alors, donc on poursuit notre cas clinique. Bon, je n'aurai pas le temps de vous les traiter, j'en avais 14, mais bon. Donc la TSH, la TSH est à 12. Okay, la T4 libre est normale, les anticorps anti-TPO sont très franchement élevés. Okay. Donc vous entreprenez un traitement par lévothyroxine, parce que vous dites, ok, certes la T4 est normale, mais la TSH est quand même objectivement élevée, il y a un terrain dysimmunitaire sous-jacent, l'hypothyroïdie ne peut que s'aggraver dans le temps, je traite. Je traite avec du lévothyrox, la lévothyroxine, pardon, à 50 mg par jour. La TSH, ensuite qu'on surveille de manière semestrielle, c'est le rythme qu'on conseille, évolue entre 0,8 et 2,3. Et puis 2 ans plus tard, sans que l'on comprenne, enfin, on va voir si on comprend justement, 2 ans plus tard, lors d'une surveillance systématique, on a une TSH qui est à 6. Alors, je vous propose les explications suivantes. On va chercher à comprendre pourquoi. Une mauvaise compliance au traitement est possible. Oui? Qui lève le bras pour se dire ça? Tout le monde, vous avez raison. L'histoire naturelle de la thyroïdite peut expliquer cette élévation. Un peu moins de bras. Il peut s'agir d'une erreur de laboratoire. Les gens disent oui, mais n'osent pas lever le bras. La caméra n'est orientée que vers moi, hein, je vous le rappelle. J'augmente le lévothyrox de 25 microgrammes. Qui le fait? Quelques bras épars. Et je cherche une prise médicamenteuse de sel de fer ou de calcium. Bon, alors, une mauvaise compliance au traitement est possible. Bien évidemment, alors ça quand même, vous êtes en exercice, vous savez que les patients ne prennent pas leurs médicaments.
ou ils les prennent pas quand ça fait pas mal, quand ça soulage pas la douleur. Enfin bon, quand le bénéfice n'est pas évident, les traitements long cours, il y a quand même des prises. Et on a un nombre d'histoires dans le service de gens qui étaient en hypothyroïdie, qui nous ont juré qu'ils prenaient le médicament, dont on a pu faire la preuve qu'ils ne le prenaient pas, quoi. Donc bon. Alors l'histoire naturelle de la thyroïde peut expliquer cette élévation, bien entendu, puisque le propre de la thyroïde d'Hashimoto, comme je l'ai dit, c'est un processus lent et progressif dans lequel le parenchyme thyroïdien est détruit au fur et à mesure que la maladie progresse. Donc forcément, les besoins en hormones thyroïdiennes vont aussi progresser pendant des années jusqu'à ce que tout le tissu thyroïdien soit détruit. Donc 50 microgrammes, c'est une faible posologie pour une hypothyroïdie complète. Donc il est évident que dans la surveillance de la thyroïde d'Hashimoto, on est amené à augmenter la dose au fur et à mesure. Il peut s'agir d'une erreur de laboratoire. Alors ça, je vais prendre quand même 1 minute pour vous en parler. Les dosages de TSH, c'est assez dramatique. Assez dramatique. Vous savez, les laboratoires d'immunoanalyse sont soumis à des contrôles de qualité, c'est-à-dire qu'on leur envoie, le laboratoire coordinateur officiel leur envoie un tube dans lequel il y a une quantité X connue de TSH, qui va être à 2 par exemple, et on leur demande de le doser. Et puis ils renvoient leurs résultats. Alors on admet qu'il puisse y avoir une petite dérive liée à différentes choses, à la trousse qu'on utilise, à la température, au conditionnement du prélèvement, à toutes sortes de paramètres qui font que le dosage, ça fluctue. Alors si on doit mesurer 2 et qu'on a 1,8 ou qu'on a 2,2, on accepte, on dit que l'erreur est acceptable. Enfin, la variation est acceptable. Si par contre on dose 0,01 ou 15, ça change la conduite à tenir et à ce moment-là, c'est inacceptable. Eh bien, donc ces contrôles de qualité auxquels sont soumis les labos se font de manière régulière. Et en France, dans un récent contrôle de ce type, il y avait plus de 30% des laboratoires qui rendaient des valeurs inacceptables. Un tiers des dosages de TSH étaient vraiment en inadéquation complète avec la valeur de TSH mesurée. Donc, le take-home message, si je puis dire, hein, le message à ramener à la maison, c'est que il faut avoir cette notion en tête. Ce n'est pas parce que c'est un chiffre écrit sur un bout de papier, que c'est un élément numérique, qu'il y a une signature, qu'il faut que vous croyiez que c'est inscrit dans le marbre. Les dosages hormonaux sont soumis à des fluctuations, à des erreurs, et je dirais ce d'autant plus que le laboratoire qui l'analyse n'est pas expérimenté en hormonologie, qui est un métier en soi. Donc, toute fluctuation du taux de TSH qui est un petit peu en dessous, un petit peu en dessus de la normale, ne doit pas vous inciter à modifier les choses. Revenez vers la clinique, recontrôlez plus tard, mais ne courez pas après ces gens qui ont des petites élévations de la TSH, des petites baisses, à diminuer, baisser le lévothyrox. Après, on court après, on arrive à des bilans faits tous les mois, et en fait, voilà, en fait, il ne se passe rien. Donc vraiment, soyez très prudents dans l'interprétation des données de TSH, un petit peu dessus, un petit peu dessous. Et puis voilà, je vous rappelle enfin que le taux plasmatique de TSH n'est pas constant. On m'envoie parfois des patients, on me dit je vous l'envoie parce que vraiment je n'arrive pas à contrôler sa TSH. On regarde le relevé de TSH que le patient a consigné dans un calepin, là, il arrive avec sa pile, et on voit que la TSH est passée de 0,8 à 4,2, à 2,1, 5,2. Bon, sauf si c'est une femme enceinte ou c'est un cas particulier, ces fluctuations sont minimes, et même chez le sujet qui a sa glande thyroïde qui fonctionne bien, la TSH fluctue durant la journée et selon les saisons. Donc toute variation minime autour des bornes de la normale du laboratoire de la TSH doit vous inciter à la prudence, à ne pas l'interpréter trop vite, à ne pas modifier votre étude thérapeutique. Bon. Tabarin, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Au pas de course. Des remarques, des questions? Personne. On parle de nous limiter la prescription de TSH. Quel est votre avis sur ce contrôle de... C'est compliqué. C'est compliqué. Le problème de l'hypothyroïdie, c'est vraiment compliqué parce que, comme vous le savez, la sémiologie de l'hypothyroïdie est composée quasi exclusivement de signes cliniques non spécifiques. Les gens sont fatigués, bon, ils sont 40 millions, on va dire, dans notre pays. Les gens ont des chutes de cheveux, ok. Les gens ont pris du poids, excessivement banal. Enfin bref, je veux dire, tous les symptômes cliniques, la sécheresse de la peau, etc., ça fait la fortune des parapharmacies. Et tout le monde n'a pas une hypothyroïdie. Donc, les signes spécifiques de l'hypothyroïdie, c'est-à-dire les signes morphologiques d'infiltration
ou la bradycardie ne vont apparaître que lorsque l'hypothyroïdie est très avancée, à un stade qu'on ne voit plus au jour d'aujourd'hui. Donc c'est très compliqué d'évoquer l'hypothyroïdie cliniquement à un stade précoce. Je crois qu'il faut, dans ce cas-là, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup trop de TSH de fait. Sur le simple symptôme, je suis fatigué, crac TSH, j'ai pris 2 kilos, crac TSH, et puis finalement on rentre dans un cycle infernal parce qu'on a ces résultats un petit peu faux. Donc la TSH est un petit peu élevée, alors où on fait d'autres bilans, où on a écouté le docteur Tabarin, on va contrôler dans 6 mois, puis on refait un dosage de TSH, vous voyez, on rentre dans des engrenages qui sont finalement pas justifiés en termes de santé publique. Donc je comprends la position des autorités de régulation qui disent on dépense trop et que c'est pas rentable. On génère des faux positifs et il y a plein de gens chez qui on fait le dosage alors qu'ils n'en ont pas besoin. Mais d'un autre côté, c'est compliqué. C'est une situation où il est compliqué sur le plan clinique de vraiment choisir de manière très pertinente le bon candidat. Je dirais simplement ne pas doser la TSH devant une forme monosymptomatique, réunir des arguments. Et si effectivement il y a plusieurs signes, quoique non spécifiques, de la sémiologie, du syndrome d'hypothyroïdie, à ce moment-là, ça devient justifié. Mais je pense qu'il faut y réfléchir à 2 fois. Merci beaucoup. Monsieur Tabarin va être obligé de nous quitter. Je vous quitte à regret. J'aurais volontiers passé l'après-midi avec vous, notamment pour écouter mes collègues, mais j'ai une RCP de cancérologie endocrinienne à laquelle je ne peux pas échapper. Je vous souhaite une bonne après-midi et bon courage, et je suis à votre disposition éventuellement par mail pour d'autres questions sur ce champ. Bon après-midi. Voilà, monsieur Tabarin, la dysthyroïdie en 15 minutes, c'est quasiment impossible. Alors, la prise en charge de l'obésité dans un temps aussi court, ça va être aussi une gageure que Madame Gatta va essayer de relever. Merci beaucoup. Alors effectivement, ça va être compliqué, mais on va essayer d'y arriver, d'autant que pris dans l'élan de la proposition qu'on m'a fait de vous parler de ce sujet qui est mon sujet de prédilection, je me suis laissé aller à un grand nombre de diapositives, mais il n'y a pas de problème. On va y arriver et j'espère vous faire passer effectivement aussi quelques messages clés. Le premier message clé finalement, c'est que l'obésité, je crois qu'il faut qu'on la considère comme une maladie parce que c'est une situation qui met en œuvre le bien-être physique, psychologique et social d'un individu. Pourtant, quand on interroge des soignants à la question suivante, l'obésité est-elle une maladie ? Question qui a été posée dans le cadre d'un mémoire d'IBOD. Il y en a un tiers qui répond non. Et puis, il y en a 20% qui répondent oui, c'est une maladie, mais une maladie de la volonté. C'est une maladie à laquelle on va tous être confrontés. Pour la plupart d'entre nous dans cet amphi, même si je vois qu'il y en a qui sont très jeunes, on n'a pas eu de cours à l'université. Et pourtant, vraiment, on y est confronté. La prévalence augmente. Hein, la France n'est absolument pas épargnée. Notre région, même si elle bénéficie des régimes landais, n'est pas épargnée. On est tout à fait dans la moyenne nationale. La moyenne nationale, c'est 15% de la population adulte obèse. En plus, avec des caractéristiques qui sont quand même importantes, les sujets âgés deviennent de plus en plus obèses, avec tout ce que ça pose comme conséquence par rapport à la masse musculaire. Surtout, on devient obèse de plus en plus jeune. Hein, et quand on regarde l'âge à laquelle une classe d'âge a atteint 10% d'individus obèses, si on prend la classe d'âge qui était née dans les années 59-65, c'est aux alentours de 40 ans. Et puis si on regarde la classe d'âge qui est née dans les années 80-86, c'est autour de 20 ans. Donc on devient obèse de plus en plus jeune. Il y a une grande inégalité de l'obésité. Ça touche les statuts professionnels les plus précaires, les revenus, les niveaux d'études les moins favorisés, les revenus les revenus mensuels les moins importants. Donc c'est une maladie qui est en constante augmentation et qui touche une population de plus en plus jeune et particulièrement précaire. Ça, c'est un message qui me paraît extrêmement important. Alors, on parle d'obésité pour un IMC supérieur à 30 et on classe l'obésité. Malgré tout, à chaque classe d'obésité, on va pouvoir proposer un traitement. Tous les traitements ne sont pas adaptés à tous les niveaux d'obésité. Je fais référence par là aux chirurgies de l'obésité. Je vous rappelle que on va en reparler si on a le temps, mais la chirurgie bariatrique,
ça s'adresse aux gens qui ont une obésité sévère, IMC de grade 3 ou IMC supérieur à 40 ou IMC supérieur à 35 avec des complications. En dehors de ces critères, on est en dehors des indications. Malgré tout, donc, si on va proposer des traitements en fonction du niveau d'obésité, je pense que comme dans toute maladie, et peut-être qu'on a un peu plus de mal à le faire dans cette situation-là parce qu'on n'est pas tout à fait convaincu que ce soit une maladie, dans toute maladie, il faut avoir un raisonnement logique. Il faut d'abord évaluer le patient. L'évaluer, c'est son histoire, les antécédents familiaux, l'anamnèse pondérale, la circonstance déclenchante, les circonstances déclenchantes. Tout ce temps-là doit faire partie de la prise en charge du patient obèse. Un patient obèse qui consulte, c'est certainement pas en première intention un régime ou une orientation vers un chirurgien qui fait de la chirurgie bariatrique. Il y a une évaluation du patient, l'histoire pondérale, la phase de l'obésité. L'obésité, c'est une maladie qui est à la fois une maladie chronique et à la fois une maladie qui évolue en différentes phases, des phases de prise de poids, de plateau, de perte, et puis de rechute. Et évidemment, il est fondamental de savoir à quel moment à quelle phase de l'obésité on se situe avant de proposer une prise en charge. Évidemment, c'est faire l'analyse, l'évaluation du comportement alimentaire. Alors évidemment, on a tous dans notre tête combien il mange, c'est quoi son apport calorique. C'est pas que ça le comportement alimentaire. Il faut savoir aussi connaître un peu les sensations, la faim, la satiété, le rassasiement. Qu'est-ce qui motive la prise alimentaire? Cette prise alimentaire, elle se fait où? Comment? Est-ce qu'il y a des interdits religieux, culturels? C'est des éléments qui sont indispensables. On ne peut pas juste remettre au patient régime à 1200 calories sans avoir préalablement effectué toutes ces étapes qui sont extrêmement importantes. Rechercher des syndromes, des symptômes qui caractérisent le comportement alimentaire, sachant que là encore, il y a des sémiologies de ces troubles du comportement alimentaire, le grignotage, c'est différent de la compulsion alimentaire, c'est différent des accès boulimiques. Tous ces éléments-là sont importants à évaluer. Bien sûr, évaluer aussi les apports, mais à la limite, on sait bien que l'évaluation des apports, il est difficile, il est soumis à de nombreux biais. Donc, on pourra discuter du fait de pouvoir aussi céder d'autres professionnels paramédicaux, mais l'évaluation du comportement alimentaire ne doit en tout cas pas se limiter à l'évaluation de l'apport calorique. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la versant activité physique. Il existe maintenant des questionnaires, des auto-questionnaires faciles à remplir, le questionnaire IPAC pour évaluer l'activité physique. On peut aussi s'aider de podomètres. En tout cas, c'est des étapes qui sont fondamentales dans la prise en charge d'une obésité. Autre étape fondamentale, que veut le patient? Quelle est la demande? La demande, elle vient de qui? Elle vient du patient, elle vient de l'orthopédiste qui doit poser une prothèse de genou, elle vient de la famille qui ne supporte plus d'avoir un membre comme ça dans sa famille qui pose le problème d'une obésité sévère. C'est une étape du traitement, c'est la première étape du traitement qui est absolument fondamentale, c'est l'évaluation. La deuxième étape du traitement, c'est les objectifs. Prendre en charge un patient obèse, ce n'est pas forcément le faire maigrir. Ça peut être traiter une complication. Ça peut être traiter un trouble du comportement alimentaire. Dans tous les cas, on est dans un contexte de maladie chronique, c'est toujours l'objectif à long terme qui est prioritaire, d'une part. Et il faut se rappeler que quand on est dans un objectif de perte de poids, le fait de perdre 10% de son poids corporel a montré que c'était un objectif qui était réaliste et bénéfique en termes de complications associées à l'obésité. Donc vraiment, la prise en charge du patient obèse, elle ne peut pas se faire sans être passée par ce temps-là d'évaluation, d'analyse de la demande et de discussion des objectifs. Alors après, on a des moyens diététiques,
J'ai le temps. Okay. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on est tous convaincus qu'il faut savoir donner aux patients des conseils individualisés, des conseils réalistes. Ça passe certes souvent par le fait de réduire les apports. Parfois, c'est juste le fait de remettre en place un rythme alimentaire, donner des conseils comportementaux. Ça marche très bien. Ça, c'est une étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, non, dans le JCEM, pardon, Grand Journal d'Endocrino. On a pris des volontaires sains, des étudiants qui n'avaient pas de troubles du comportement alimentaire. On leur a fait consommer dans 2 sessions tirées au sort, 600 ml de crème glacée, une fois en 5 minutes et une fois en 30 minutes. Et on mesure les hormones qui sont impliquées dans l'interruption de la prise alimentaire, les concentrations plasmatiques de ces hormones, GLP-1 et peptide YY. Et vous voyez, ils ont consommé exactement la même chose. Ce qui varie juste, c'est le temps de consommation. On augmente significativement ces concentrations plasmatiques de peptide YY et de GLP-1, qui sont 2 hormones impliquées dans l'interruption de la prise alimentaire, quand on prend son temps pour manger. C'est vrai, nos grands-mères nous le disaient, il y a la preuve scientifique et biologique de ça, et ça fait partie des conseils qu'il faut donner. On n'est pas du tout dans l'interdit, il ne faut pas manger ça, on prend son temps pour manger. Moi, je leur montre les graphes comme ça. Je leur montre, regardez. L'activité physique, c'est un des moyens qui est à notre disposition. Alors, il faut être honnête, l'activité physique, ça ne fait pas perdre de poids. Et il faut le dire aux patients, ce n'est pas en mettant en place une activité physique qu'ils vont perdre du poids. En revanche, c'est un élément déterminant pour le maintien de la perte de poids à moyen terme. Élément déterminant pour le maintien de la perte de poids à moyen terme, et c'est ça qu'il faut leur dire. Et d'autre part, ça apporte un bénéfice sur les complications associées à l'obésité, diabète de type 2, indépendamment de la perte de poids. Alors, on y arrive, hein, bien sûr, on y arrive à remettre en place des patients obèses à l'activité, mais là encore, c'est des conseils réalistes, individualisés. Il faut savoir s'aider parfois d'un kiné, d'un psychomotricien, des associations de patients. Ça, c'est une photo qui est issue, des photos qui sont issues justement de séances d'activité physique qui sont réalisées lors de séances dans le cadre d'une association qui s'appelle Sekidis, que certains connaissent peut-être. C'est une association de patients qui est localisée à Mérignac et qui organise des séances d'activité physique réservées à des patients obèses, toutes encadrées par un enseignant en activité physique adaptée. Prise en charge psychologique, comportementale, c'est important de proposer à ces patients qui vont rentrer dans une prise en charge compliquée, qui va impliquer aussi leur entourage familial, professionnel, de bénéficier d'une prise en charge psychologique. Ça marche, hein, ça marche l'activité physique. Hein. Dans ce papier New England, 3000 intolérants au glucose, on les randomise en 3 groupes, metformine, insulino-sensibilisant, on sait que ça marche très bien, placebo ou coaching basé à la fois sur la diététique et l'activité physique. Quand on regarde au bout de 4 ans le groupe dans lequel l'incidence du diabète est la plus faible, c'est dans le groupe qui a bénéficié du coaching. Ça marche mieux pour prévenir le diabète de type 2 chez les intolérants au glucose que le glucophage. C'est publié dans le New England. On arrive aussi à remettre les patients à l'activité physique. Il faut y croire. Dans le service, on s'adresse à des patients très très obèses. Là, on a étudié un petit groupe de patients, plus de 40 d'IMC, suivis sur 1 an en équipe multidisciplinaire. Et on regarde un petit peu comment évolue leur niveau d'activité physique, avec des tests un petit peu standardisés. Le test de marche 6 minutes, augmentation significative de la distance parcourue, augmentation de la force, de l'équilibre, de la souplesse. On arrive à remettre en place une activité physique régulière, même chez des patients obèses. 2 minutes. Je ne parlerai pas des médicaments, on peut considérer qu'il n'y en a pas. 2 mots sur la chirurgie. Les techniques, bon, vous savez qu'il y a des techniques restrictives, techniques malabsorptives. Je crois que l'important, c'est de se rappeler qu'il y a des indications et des contre-indications strictes à la chirurgie bariatrique. Ça s'adresse à des patients adultes.
au-delà de 18 ans, moins de 60, 65 ans, des patients qui ont une obésité de grade 3 ou de grade 2 avec une complication dont on pense qu'elle va s'améliorer. C'est un traitement de deuxième intention de l'obésité. Et puis il y a des contre-indications, en particulier les troubles du comportement alimentaire non stabilité, les maladies psychiatriques, les dépendances à des substances, et puis tout ce qui peut mettre en jeu le pronostic vital à court terme. Tout ça, c'est extrêmement bien rappelé dans le guide de l'HAS qui a été publié en 2009, prise en charge chirurgicale de l'obésité, avec un rappel sur le suivi post-opératoire de ces patients, qui est un suivi qui doit être à vie. Je vais terminer là-dessus sur des choses très concrètes. Vraiment, je crois qu'on va tous être confrontés à cette épidémie. Il y a eu un édito dans le New England il n'y a pas très longtemps, comme quoi il fallait que les enseignants investissent dans des programmes éducationnels pour que nos jeunes confrères soient capables de prendre en charge cette maladie, qu'il fallait qu'on apprenne à travailler en interdisciplinarité. On a besoin de tout le monde pour prendre en charge cette maladie. Vous savez peut-être qu'il y a des centres spécialisés pour la prise en charge de l'obésité qui ont été créés. Il y a 37 centres en France. Le CHU est un de ces centres. Alors la partie adulte, nous, on s'occupe de Nord-Aquitaine, 33 47 24. Et la partie pédiatrique s'occupe de toute l'Aquitaine. Donc on a une prise en charge dans le service qui s'adresse plutôt à des patients qui ont une obésité sévère. Mais peut-être que vous avez déjà reçu de notre part un fax comme ça. Quand on fait des RCP de chirurgie bariatrique, on envoie systématiquement un fax au médecin traitant du patient pour qu'il nous donne son avis vis-à-vis de cette chirurgie bariatrique, et on l'invite à venir si c'est possible. On essaye vraiment de développer des choses extra-hospitalières. On est en train de mettre en place un programme d'éducation thérapeutique pour le patient obèse avec le CETBA et avec Proxy Santé. Et là aussi, avec des adressages directs de patients par les médecins traitants. De la même façon, on est en train de mettre en place un programme de réhabilitation, de réadaptation à l'activité physique avec le réseau de kinés Aki Réob, Aki Respi. En tout cas, voilà, une maladie chronique, une prévalence qui ne cesse d'augmenter, vraiment la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire. Et voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, mais vraiment dans le service, on est en train de réfléchir, là, dans le cadre du centre spécialisé obésité, on est très demandeurs, nous, d'une communication, d'un lien avec les médecins traitants, les médecins qui sont au plus près du malade. Alors, vous connaissez le REPOP, certainement, pour la plupart. On rêverait d'avoir un REPOP adulte. On n'est plus trop à l'heure des réseaux actuellement, mais on peut aussi créer des réseaux informels. Voilà, je vous remercie et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Les réseaux, c'est peut-être pas non plus la panacée. On voit les difficultés qu'ont le REPOP aujourd'hui. Moi, j'en fais partie. C'est pas évident sur le plan budget, sur le plan. Donc, il va falloir remettre certainement les médecins généralistes au centre de la coordination et prévoir des choses à partir de là. Ça me paraît indispensable. Merci. Il y a des questions. Il doit y avoir beaucoup de questions sur la difficulté qu'on a à prendre en charge l'obésité. Voilà, on va passer à une autre partie importante de ce que l'on peut rencontrer en soins de premier recours et en soins primaires, qui est les difficultés rencontrées avec la prise en charge et les traitements de l'acné chez nos patients. C'est quasiment du quotidien. Voilà. Madame Bourseau est chef de clinique de dermatologie. Oui, et va nous... Oui, on m'a demandé de vous parler du traitement de l'acné. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que finalement, l'acné, c'est assez vaste. Alors, en 15 minutes, j'ai dû faire un peu des focus. On pourra après discuter si vous avez des questions. Parce que finalement, il y a plein de sortes d'acné et les traitements vont être vraiment différents en fonction si on parle d'une acné sévère ou une acné très légère. C'est une population que vous connaissez tous, c'est une population banale qui touche presque tous les adolescents, mais aussi
une partie des adultes, soit à peu près 11% de la population générale. Je vous ai remis les petits schémas histologiques des lésions élémentaires, le comédon, la papule, la pustule, ça vous rappellera vos cours de sémio. En tous les cas, c'est jamais grave, mais ça a un très important retentissement sur la qualité de vie. Il y a plein d'études qui sont faites pour montrer ça. Du coup, il faut vraiment les prendre en charge en fonction de la gravité. Donc des acnées légères, en fait, nous, en dermato, on adore les photos. Mais à l'hôpital, on n'en voit pas. Donc, j'ai pas de photos à vous montrer. C'est vraiment la pathologie de la ville. C'est très bien fait en ville. Donc, je vais pas vous en parler énormément. C'est très bien fait en ville par nos confrères. C'est des pathologies que vous connaissez bien. C'est les traitements topiques en première intention. C'est assez peu basé sur la preuve, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'études, en tout cas pas beaucoup de bonne qualité. Globalement, c'est des choses que vous connaissez, c'est la dapalène, le peroxyde de benzol, les rétinoïdes topiques, l'acide azélaïque aussi qui est utile notamment chez la femme enceinte, parce que c'est la seule chose qui est autorisée. Il n'y a pas de différence, notamment sur les rétinoïdes topiques, en fonction du dosage, donc sur l'efficacité, donc commencer avec des petits dosages, il y a moins d'effets secondaires. La dapalène semble être un peu plus rapide en termes d'efficacité, mais bon, c'est des études qui ont une faible puissance. Et puis surtout, c'est l'observance. On est sur une population des ados, donc les ados mettent des crèmes, c'est compliqué. Souvent, quand ça ne marche pas, c'est juste ça. Il faut rediscuter avec eux, voir vraiment ce qu'ils attendent. Alors, les acnés, il y a aussi plusieurs types. Ça, c'est des photos, c'est pas trop légère, ça commence à être modéré. Vous voyez la lésion classique, l'acné rétentionnelle, c'est les points noirs, les comédons, et l'acné plutôt inflammatoire avec les pustules, les croûtes et tout ça. Il va falloir baser votre traitement en fonction des lésions, donc plus les rétinoïdes topiques pour les lésions rétentionnelles, la dapalène, le peroxyde de benzol, puis les antiplocos, locaux, j'en parlerai pas du tout parce qu'on n'a pas le temps, sur les lésions inflammatoires. Mais dans votre pratique, vous verrez plutôt ça, c'est les acnés mixtes, les acnés tout venant, où il y a des lésions et rétentionnelles et inflammatoires, l'acné de la femme, un peu hormonodépendante. Là, il va falloir associer les deux, du peroxyde, de la dapalène, l'acide azélaïque, ça rend service parfois, le zinc, alors c'est pas un traitement local, mais c'est pas vraiment un traitement général non plus, donc je l'ai mis là. Voilà, il va falloir prendre l'habitude de faire un peu sa cuisine et utiliser des molécules que vous connaissez, que vous pourrez expliquer aux patients, parce que finalement, c'est ça qu'il va falloir leur expliquer les effets secondaires. Rapidement, dans des cas comme ça, on va être sur les traitements systémiques. Donc, les rétinoïdes Peros, évidemment sur les acnés rétentionnels, et puis les cyclines ou les rétinoïdes sur les acnés un peu plus inflammatoires. Globalement, qu'est-ce que les patients vont vous poser comme question? Acné et alimentation, qu'est-ce que vous leur dites? Voilà, on ne sait pas trop. Il y a plein d'études qui sont faites d'assez mauvaise qualité ou dans des sous-populations. Quid de l'acné chez l'adolescent thaïlandais qui mange 4 kilos de McDo tous les jours. Enfin, voilà. Des choses qui finalement n'ont pas trop d'intérêt dans notre pratique quotidienne. Probablement que quand même avoir un régime avec un index glucidique pauvre, c'est peut-être plutôt mieux pour l'acné. Voilà, c'est difficile, c'est pas vraiment prouvé, mais voilà. Les produits laitiers, on peut rien dire. Et le chocolat, je vous le mets parce que c'est toujours rigolo. Première étude en 1969 où il y avait un surrisque et finalement ça reste beaucoup dans la tête des gens. Les gens ils disent est-ce que vraiment il faut que j'arrête de manger du chocolat? Donc c'est pas vrai, c'est pas prouvé, d'accord? Vous pouvez leur dire ça. En gros, il faut conseiller une alimentation équilibrée parce que c'est bon pour la santé et probablement pour la peau aussi. Voilà. Acné et tabac, là c'est pour le coup beaucoup plus connu, c'est un grand classique. Le tabac, ça aggrave l'acné. Chez tout le monde, chez les adolescents aussi. On sait qu'il y a plein d'études qui sont faites, qui sont sensibles, les adolescents, beaucoup plus au paraître. Donc il vaut mieux leur dire que ça abîme la peau et que ça fait vieillir, plutôt que de leur dire que ça donne des cancers ou que ça favorise les infarctus. Ils sont plus sensibles à ça. Probablement quand même un surrisque avec le cannabis, là, qui est assez récent, mis en évidence récemment par une étude française. Sachez qu'il y a quelques études épidémiaux où ça ressort comme facteur protecteur, ce qui semble pas être vrai, mais parfois les patients ils nous le disent. Oui, mais il y a des études où c'est protecteur. Donc sachez que c'est pas la majorité. Et puis acné et hormones, voilà. Pourquoi Diane 35 est dangereuse, Nathalie 20 ans morte d'une embolie pulmonaire, etc. Vous savez, vous avez les mêmes patients que nous, c'est-à-dire que les jeunes filles qui arrivent et qui disent non surtout pas, je veux pas la pilule parce que ça fait mourir. Donc les pilules, vous les connaissez très bien, les première, deuxième, troisième, quatrième génération. Je ne vais pas vous faire le cours. Globalement, première, deuxième, ça donne plus d'acné. C'est ce qui est maintenant recommandé pour éviter les effets thromboemboliques.
Sachez que l'ILOU, il y a une étude où il n'y a pas plus d'acné dans le groupe sous contraceptif. Donc s'il faut aller en choisir, on n'explique pas du tout pourquoi, mais c'est ça ce qu'il y a dans la littérature. Donc s'il fallait en choisir une, peut-être elle. J'ai pas de conflit avec les labos, mais voilà. Les 3e générations, ça donne moins d'acné, mais ce sont des remboursés. Enfin ça, vous savez tout ça. Quid de Diane ? Diane, c'est notre amie en dermato, mais c'est l'ennemi public. Donc l'AMM suspendue, puis après remise sur le marché. Donc actuellement, des restrictions de prescription, seulement en 2e intention, dans les acnés modérés à sévères, dans un contexte d'hyperandrogénie, après échec, etc. Et pas prescrit avec une contraception. Donc ça, globalement, je pense que c'est un peu compliqué peut-être en médecine de ville. Je ne sais pas comment, vous me direz ce que vous en pensez. Nous, on l'utilise, hein. C'est des choses qu'on fait, mais voilà, on encadre, on informe les patients. L'acné de la femme adulte, c'est très fréquent. Il n'y a pas que l'ado. Il y a plein de femmes qui ont de l'acné, ça les gêne. Globalement, c'est là où il va falloir discuter de la contraception. Rechercher des signes d'hyperandrogénie, adapter les cosmétiques, la contraception, le stérilet, etc. Mais ça, vous savez. Et rechercher les signes d'hyperandrogénie, parce que mes collègues endocrinologues sont partis. Mais quand même, rechercher le syndrome des ovaires polykystiques, c'est pas rare, c'est très fréquent. C'est 2 des 3 critères. Et en fait, bon, il y a de l'acné, c'est pas très grave, il y a des poils, ça commence à être un peu plus embêtant, et surtout il y a les troubles de la fertilité. Donc c'est bien de les dépister, c'est bien de les traiter. 1/3 des SOPK ont de l'acné, et 1/3 des femmes qui ont de l'acné ont un SOPK. Ça marche dans les 2 sens. Donc il faut faire le bilan hormonal. Alors le bilan hormonal, pas n'importe quand, le matin entre le 3e et le 7e jour du cycle. Quand même pas hésiter à adresser ces femmes vers les endocrinologues et les gynécos qui connaissent très bien ça. Les traitements, le laser. Alors le laser dépilatoire, c'est pas remboursé, voilà, ça coûte cher, mais ça marche bien dans les acnés avec des signes d'hyperandrogénie. Ça marche aussi bien dans la maladie de Verneuil. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est un vrai, voilà. Donc conseillez quand même à vos patientes de mettre de l'argent de côté et d'aller faire du laser parce que ça leur réglera le problème de poils et elles auront moins d'acné. Voilà, il y a des études qui prouvent ça. Hein. Le mode de vie, là on y revient, vous êtes au point maintenant, vous saurez comment faire perdre du poids à vos patientes, parce que ça marche sur la fertilité, ça marche pas trop, un peu moins bien sur l'acné dans les études, mais il faut vraiment leur dire, l'exercice physique, etc. Voilà. Contraception, ça, voilà, il va falloir adapter, rediscuter, les anti-androgènes, alors nous on aime bien ça, je ne sais pas forcément si c'est de maniement facile, mais en tout cas, sachez que nous, on va y avoir recours en expliquant, là aussi en discutant les contre-indications, les effets secondaires. Les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, je vous l'ai marqué, mais ça ne marche pas bien sur l'acné. Ça marche mieux sur les poils et les cheveux, pas trop sur l'acné. Et à titre pareil d'information, les antidiabétiques oraux, ça ne fonctionne pas sur l'acné. Hein, dans le syndrome des ovaires polykystiques, ça. Voilà. Autre focus, ISO et troubles psychiatriques. Parce que, docteur, je ne veux pas que mon fils ait l'Euroaccutane parce que je ne veux pas qu'il se suicide. Ça, on en a tous les jours, vous aussi, je pense. C'est une ancienne polémique, 1983 déjà, on disait dépression, psychose, idée suicidaire, donc rien n'est nouveau. Dans la littérature, c'est pas démontré. Il n'y a pas de lien franc prouvé par les études. Il y a de nombreuses études qui sont faites. Il n'y a pas de lien clairement démontrant suicide et isotrétinoïdes. On sait que l'acné est elle-même un facteur de dépression sur une population à risque qui est l'adolescent. Par ailleurs, il y a quand même une vraie influence qui a été mise en évidence in vitro sur les neurotransmetteurs. Donc ça existe. Donc nous, on va, au moment de la mise en route du traitement, évaluer. On verra l'ado seul ou avec ses parents, on va discuter, on va regarder, demander un avis psychiatrique si besoin, le soutien, informer et vraiment les évaluer. Voilà, vigilance, dépistage et surtout informer le patient et sa famille. Moi, je dis toujours aux parents, voilà, si vous voyez qu'il commence à être un peu triste, qu'il se replie, appelez-nous, qu'on vous revoie, etc. Voilà, parce que c'est pas normal. Enfin, un mot sur les acnés majeures, celles qui sont rares, mais qui existent et que nous, on voit. Pour le coup, c'est notre boulot plus ici dans le service. Les acnés fulminants sous conglobata, comme ce jeune garçon. Je le vois en consultation, il a 15 ans. Il a été traité pendant 6 mois auparavant par de l'iso à bonne dose, avec une corticothérapie générale. Tout a été bien fait, mais il est dans cet état-là. Il ne peut plus faire du sport, ça lui fait mal, il ne dort plus. Enfin, voilà. Là, pour le coup, le retentissement, il est majeur. Ça, c'est pas une urgence, mais il faut vraiment les prendre en charge vite, parce que vous avez les lésions, puis la rançon cicatricielle derrière, ça va être horrible. Et donc, chez ces patients, on utilise des traitements par biothérapie, des traitements par anti-TNF.
Donc je ne vous ai pas du tout fait le cours de la physiopathologie de l'acné, mais on pourra en discuter si vous avez des questions. Et ça marche très bien. Ces anti-TNF, donc l'infliximab là ici en l'occurrence, parce que c'est le plus ancien, on a beaucoup plus de recul chez les enfants, avec le métaux pour éviter l'immunogénicité. Et là vous voyez le résultat après seulement 3 cures, donc 6 semaines, juste l'induction en fait, il y a presque plus de lésions actives. Et puis le résultat après 9 cures, il est guéri. Il est guéri de son acné, il refait du sport, il est pompier volontaire, il est en pleine forme, il va super bien. Donc c'était juste, c'est pas si anecdotique que ça, bien sûr c'est rare, mais en fait c'est juste pour vous expliquer que c'est pas une fatalité et qu'on a des traitements qui sont efficaces, qui sont des traitements d'exception, mais qu'il faut qu'on les voit et vite, parce que sinon ils auront des cicatrices, et pour le coup les cicatrices c'est beaucoup plus difficile à prendre en charge. Ça c'est des terrains prédisposés, hein. Ce jeune garçon, son papa a une spondylarthropathie, donc on est sur le grand groupe des mêmes maladies, donc il va falloir les rechercher à l'interrogatoire. Là chez lui on était même allé faire jusqu'à une scintigraphie pour être sûr qu'il n'avait pas un SAPHO, donc voilà. Et là encore, il faut limiter le retentissement sur la qualité de vie. Donc, j'ai fait assez rapide. L'acné, il y a plein d'acné différentes et il va falloir adapter votre prise en charge. Pas hésiter à adresser les patients parce que vraiment, il y a des traitements spécifiques et il faut avoir l'habitude un peu de les utiliser pour que ça se passe bien. Informer les patients, ça je pense qu'on est sur des maladies qui ne sont pas graves, donc il faut que les gens ils soient très informés des mesures associées, des effets secondaires, de tout ce qui peut se passer, des possibilités thérapeutiques aussi, et puis que vous reteniez le rôle des anti-TNF-alpha pour la prise en charge des acnés sévères. Voilà, je vous remercie. Merci. La physiopathe de l'acné, qu'est-ce que vous avez en tête? Pas grand-chose, si, plein de trucs. Ouais, alors maladie inflammatoire. Donc globalement, c'est une maladie du follicule pilosébacé, d'accord. Mais après, en effet, il y a plein de choses. Donc il y a l'immunité avec le problème des maladies très inflammatoires, avec l'immunité, les maladies de l'inflammasome. Je pense que ça commence à sortir hein, dans l'acné. Donc on est sur des pathologies de l'inflammasome. On est aussi probablement, ça reste encore un peu flou, hein, mais il y a des liens avec l'immunité médiée avec les TH17. C'est finalement, on est un cousin germain un peu du psoriasis, d'accord ? On est sur le même système immunitaire. Et puis, on a les facteurs hormonaux qui sont clairement démontrés, d'accord, qu'il va falloir prendre en charge. Et puis après, il y a d'autres choses qu'on ne comprend pas bien, c'est-à-dire qu'il y a probablement une activation du système un peu des macrophages et des monocytes. Et tout ça va faire que finalement, il va y avoir plein de sortes d'acné différentes. Globalement, l'acné très hormonodépendante, et c'est en ce sens qu'il faut la traiter en modulant les hormones, c'est ce qu'on voit chez les femmes. Mais on voit aussi qu'il y a l'acné qui est vraiment un équivalent de maladie inflammatoire. Le paroxysme, c'est cet enfant, mais finalement, on a des pathologies qui sont identiques, comme les pseudofolliculites dans la maladie de Behçet, comme les pustuloses dans les SAPHO, comme l'acné associé aux spondylarthropathies. Voilà, on est sur le même grand groupe de maladies et probablement que dans les dizaines d'années à venir, les traitements vont être beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus basés sur l'inflammation et la régulation de l'immunité. Pas pour l'acné banale de l'adolescent, on attendra que ça passe, mais pour les acnés très sévères ou les acnés même traînantes des adultes. Voilà. Merci. Des questions ? Non. Quel est l'intérêt d'une antibiothérapie dans une maladie inflammatoire ? Voilà, alors ça c'est une bonne question, merci. Parce que globalement, ce que vous avez appris, c'est Propionibacterium acnes quand même. Je pense qu'on vous a appris ça. Voilà. Donc, quid de Propionibacterium acnes ? Probablement que cette bactérie, enfin même on le sait, joue un rôle d'activation de l'immunité. Et en fait, les antibiotiques qu'on donne au long cours, bien sûr, ils ne sont pas à dose antibiotique, hein, ils sont vraiment à dose immunomodulatrice au long cours pour diminuer l'inflammation et donc essayer de casser ce cycle d'activation basé entre autres sur l'inflammasome. Comment ? On ne sait pas exactement au niveau de la physiopathologie comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc les antibiotiques, je ne vous en ai pas parlé parce qu'on n'allait pas tout faire. C'est les cyclines, vous le savez tous, c'est 3 mois. Une acné qui ne répond pas à une cure, 2 cures de cycline, il faut envisager autre chose. Hein. Enfin, sauf si elle est vraiment pas sévère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre des cyclines pendant 6 mois et finalement se rendre compte que ça ne fonctionne pas, quoi. Enfin, voilà, il faut agir avant.
Et à titre informatif, vous aurez peut-être passé des patients, on met quelques patients sous macrolide aussi. Et ça, c'est pareil, c'est pas très, pour le moment, c'est un peu expérimental entre guillemets. Voilà, mais ça fonctionne bien. Alors la cortisone, c'est pas le traitement de l'acné parce qu'il y a un effet rebond qui est majeur. Donc on la met en association avec l'isotrétinoïde au début parce que notamment dans les acnés où il y a une importante composante rétentionnelle, on risque d'avoir un flare-up. Du coup, on le module avec la corticothérapie générale, mais c'est pas un bon traitement. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions ? Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait des études de récidive après Roaccutane. D'expérience, moi je pense qu'on est à un tiers, quoi. Voilà, à peu près. Alors, peut-être un peu moins. Faut pas hésiter. Alors, dans l'AMM, c'est ça, hein, c'est 6 mois, donc voilà. Nous, c'est vrai que parfois, sur des acnés, notamment chez les femmes, avec un terrain hormonal favorisant, etc., on est parfois sur des traitements un peu plus longs, mais sur des petites doses, ou même une deuxième cure un peu à distance. Voilà. Moi, je pense qu'on est aux alentours de 20-30% de récidive, mais ça finit par s'estomper. Hein, mais voilà. Pas d'autres questions ? Merci beaucoup, merci. Madame Quintin. Faut-il traiter par statine nos patients en soins primaires après 75 ans ? Vaste question, vaste programme et le professeur Joseph va essayer de nous donner quelques pistes de réponse et d'exploration. On verra ça. Jean-Philippe Joseph est médecin généraliste comme nous et professeur au département de médecine générale. Voilà, donc merci Gérard. Donc je vais aborder un sujet un petit peu délicat pour lequel d'ailleurs je peux déclarer que je n'ai pas de conflit d'intérêts et vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, donc quelques notions de base que nous connaissons et qui sont utiles à rappeler. Bon, bien sûr, l'hypercholestérolémie est un facteur de risque d'événements cardiovasculaires. Et depuis déjà quelques années, on a à notre disposition les statines. Et en ce qui concerne la prévention primaire, c'est-à-dire les patients qui n'ont fait aucun événement cardiovasculaire, eh bien les statines sont associées à une réduction des événements cardiovasculaires de 20 à 30% selon les études et de 10% sur la mortalité. Et ceci a été montré dans de très nombreuses études depuis les années 90 et publié également dans le cadre de méta-analyses. Et ce que l'on sait aussi, c'est que parmi nos patients qui sont traités par statine, un certain nombre sont des personnes âgées. Et on voit que 22% des 9 millions de plus de 75 ans qui vivent en France étaient traités par statine en 2012. Et dont alors un peu moins de la moitié était, il y a une petite erreur, un peu moins de la moitié l'était en prévention primaire. L'autre élément qui est important et que je voudrais rappeler, c'est que les recommandations sur la prise en charge des risques cardiovasculaires en France datent de 2005. Elles n'ont pas été modifiées jusqu'à présent, les recommandations de l'AFSAPS, mais que ces recommandations vont sûrement être modifiées puisque vous avez tous lu ou entendu parler des recommandations américaines de 2013 qui modifient complètement la prise en charge de l'hypercholestérolémie chez nos patients puisqu'on ne tiendra plus compte du taux de cholestérol une fois qu'il aura été dosé une fois, on ne tiendrait compte que du nombre de facteurs de risque cardiovasculaires qui conditionneront la prise en charge thérapeutique par statine. Et c'est-à-dire que pour nos patients de plus de 40 ans, une des statines supérieure à un cholestérol LDL supérieur à 1,90 nécessiterait un traitement par statine à vie sans contrôle de la cholestérolémie ultérieure, sauf pour vérifier l'observance de nos patients. Donc du coup, compte tenu de ces éléments, on peut se rendre compte assez facilement que dans ces études, on a l'impression que les patients âgés sont un petit peu oubliés. Quand on les survole rapidement, on voit que donc l'impact également des statines sur la mortalité dans cette classe d'âge de plus de 75 ans n'a pas été très clairement évalué. Et donc c'est la raison pour laquelle
eh bien, on a essayé de regarder un petit peu plus précisément dans les études randomisées, statine versus placebo, qui ont un bon niveau de preuve. Dans ces essais cliniques, on a essayé de voir un petit peu ce qui se passait pour nos patients de plus de 75 ans, spécifiquement, et pour des patients en prévention primaire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, et peut-être parce que ça va vous paraître un petit peu abstrait, en tout cas pour peut-être les plus anciens d'entre vous, je pense que les plus jeunes connaissent ça bien, je voudrais vous faire quelques petits rappels pour essayer d'analyser les essais cliniques que je vais vous présenter un petit peu dans le détail. Donc d'une part, vous connaissez la hiérarchie des études, et effectivement, ce qui est le plus important et qui a le plus haut niveau de preuve, ce sont d'une part les essais contrôlés randomisés, et lorsqu'on groupe ces essais randomisés, on peut donc réaliser ce qu'on appelle des méta-analyses qui ont le plus haut niveau de preuve. Je voudrais faire donc 2 rappels. Lorsqu'on lit ces essais randomisés dans la littérature médicale, il y a un certain nombre d'éléments que l'on peut rechercher. D'une part, le risque absolu. Alors qu'est-ce que c'est le risque absolu ? Eh bien, on va comparer ce qui se passe d'une part dans chaque bras, c'est-à-dire dans le bras traitement par statine et dans le bras traitement par placebo. Donc d'une part, on définira le risque absolu d'être malade lorsqu'on prend le traitement pendant la durée de l'étude. Et puis, on regardera dans le bras placebo, eh bien, le risque absolu d'être malade lorsqu'on ne prend pas le traitement pendant la durée de l'étude. Et ces 2 éléments vont permettre de déterminer ce qu'on appelle la réduction du risque absolu, dans laquelle on fera une différence entre ces 2 risques absolus dans les 2 bras, et on obtiendra un résultat qui sera en pourcentage. Alors, cet élément-là est important parce qu'effectivement, si on parle par exemple de mortalité, finalement on cherche à vérifier qu'il y a une diminution de la mortalité chez nos patients lorsqu'on les traite par statine, eh bien on va s'intéresser tout particulièrement à cette réduction du risque absolu. On pourra également regarder, alors je le dis juste pour mémoire et parce que vous le verrez souvent, le bénéfice absolu, qui est ce risque absolu qui est multiplié par 10. Alors cet élément-là est intéressant parce que si vous faites l'inverse de ce bénéfice absolu, c'est-à-dire 1 divisé par le risque absolu, la réduction du risque absolu multiplié par 10, eh bien lorsque vous faites ça, vous obtenez le nombre nécessaire de patients à traiter pour obtenir pour éviter un effet indésirable. Par exemple, si vous traitez par statine, vous allez vous apercevoir que par exemple, il faudra traiter 80 patients pour éviter la survenue d'un événement cardiovasculaire. Donc ça, vous le verrez c'est dans toutes les études cliniques actuelles. L'autre chose que vous allez vérifier, c'est en dehors du risque absolu, c'est le risque relatif. Le risque relatif, donc du coup, on va mettre en lien et comparer donc, le risque dans chaque bras de l'étude, c'est-à-dire dans le bras statine et le bras placebo. Et donc, c'est le risque relatif, ça va être le rapport entre l'incidence ou le taux de survenue d'un événement sous traitement et cette même incidence et l'incidence de survenue dans le bras placebo. Et donc vous allez voir le rapport entre finalement le risque absolu dans chacun des 2 bras de l'étude. Et ce risque absolu va s'exprimer donc en valeur absolue, et donc on va bien sûr, lorsqu'il va être inférieur à 1, eh bien, ça voudra dire que le traitement aura été efficace. Lorsqu'il est supérieur à 1, effectivement, le traitement par statine n'aura pas été efficace. Et on regardera également dans chacun des bras la réduction, on vérifiera donc, et on calculera la réduction du risque relatif. Je m'arrête là pour ces petites données théoriques qui sont un peu fastidieuses, je le reconnais, mais qui vont vous permettre de comprendre peut-être un peu mieux ce qui suit après. Donc du coup, lorsqu'on s'est intéressé au problème des statines chez les patients de plus de 75 ans, on a fait une petite revue de la littérature sur PubMed et on a regardé tous les essais randomisés qui avaient été publiés, statine versus placebo, quel que soit l'âge, et on a essayé de voir précisément ceux qui traitaient les patients de plus de 75 ans. Autant vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. La première étude est l'étude Prosper qui date de 2002. Quand je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est parce qu'il y a au moins une vingtaine d'essais randomisés et que là, je vais vous parler de 4 essais. Donc la première étude est l'étude Prosper, qui est une étude qui n'est pas seulement en prévention primaire, mais il y a 40% de patients inclus dans cette étude qui étaient en prévention secondaire. C'est une étude qui comparait la pravastatine 40 au placebo et qui a donc concerné un peu plus de 5800 patients âgés de 70 à 82 ans. Le suivi de ces patients était en moyenne d'un peu plus de 3 ans et le critère de jugement principal de l'étude était la survenue d'événements cardiovasculaires, fatals ou non.
Et lorsqu'on regarde ça, on voit qu'il y a une diminution du risque relatif de 15%. C'est-à-dire le risque relatif était à 0,85, de façon significative. Par contre, lorsqu'on regarde le résultat en ce qui concerne la mortalité toute cause, vous vous apercevez que, eh bien, il n'y a pas de résultat significatif. En conséquence de quoi, dans cette étude, s'il y a un intérêt sur le plan de la survenue des événements cardiovasculaires, il n'y a pas d'intérêt par rapport à la survenue de décès toute cause. Si on regarde de façon un peu plus détaillée, là j'ai un petit peu mis surligné un certain nombre d'éléments, c'est ce que vous retrouvez. Et donc vous voyez que quand vous lisez une étude, il faut aller directement dans les tableaux pour comprendre ce qui se passe. Peut-être de la position où vous êtes, c'est un petit peu difficile. Mais ce qui est intéressant dans cette étude Prosper, c'est qu'ils ont fini par séparer le bras prévention secondaire et le bras prévention primaire. C'est-à-dire qu'il y a donc 60% des patients qui sont en prévention primaire. Et lorsque vous regardez ça, vous voyez qu'il n'y a aucun résultat significatif, aussi bien dans la survenue d'événements cardiovasculaires mortels ou non, que d'événements cérébrovasculaires, c'est-à-dire d'accidents vasculaires cérébraux ou d'accidents ischémiques transitoires. Donc du coup, chez les personnes âgées, dans l'étude Prosper, finalement, en prévention primaire, il n'y a aucun bénéfice sur les événements cardiovasculaires démontrés de façon nette. Une seconde étude, qui est plus récente, qui date de 2008, est l'étude Jupiter. Et donc, vous avez peut-être entendu parler, parce que c'est une énorme étude, en prévention primaire cette fois-ci, qui concernait des patients qui avaient un LDL cholestérol inférieur à 1,3, et deuxièmement, qui avaient une CRP supérieure à 2, et qui étaient donc en prévention primaire. L'essai comparait la rosuvastatine 20 versus le placebo, et a concerné un nombre de patients considérable, puisqu'il y avait plus de 17 000 patients, qui étaient âgés de 50 à 97 ans, et donc avec une moyenne d'âge de 66 ans, et qui ont été suivis pendant un peu moins de 2 ans. Le critère jugement principal de l'étude était la survenue d'événements cardiovasculaires fatals ou non, comme dans l'étude Prosper. Et là, on voit que très nettement, il y a une réduction très significative du nombre d'événements cardiovasculaires dans le bras rosuvastatine. Par contre, lorsqu'on regarde la mortalité toute cause, il y a bien une petite diminution de cette mortalité toute cause, mais vous voyez que le résultat est à la limite de la significativité, et que lorsqu'on regarde la diminution du risque absolu d'événements cardiovasculaires, elle est également relativement faible. Cette étude de Jupiter a donné suite à une seconde analyse, une analyse en sous-groupe, en 2010, où là, l'article se consacrait à l'étude des patients plus âgés dans cette cohorte, et des patients qui étaient âgés de 70 à 97 ans, avec une moyenne d'âge de 74 ans. Donc c'est quelque chose qui concerne un peu plus notre question de recherche. La durée de suivi est toujours légèrement inférieure à 2 ans, et le critère de jugement principal est le même. Là, ce que vous observez, c'est qu'effectivement, il y a toujours une diminution de la survenue des événements cardiovasculaires d'environ 39%, mais lorsque vous regardez la mortalité cardiovasculaire et la mortalité toute cause, vous voyez que là, il n'y a plus de résultat significatif. Donc, ce qui tente à indiquer que plus nos patients vieillissent, et peut-être moins les statines sont efficaces. Je vous rappelle, je vous remontre les résultats ici. Vous voyez que là, c'était extrêmement significatif. Et là, du coup, les choses changent. Donc, voilà pour ces deux principales études qui sont d'ailleurs reproduites et dans toutes les méta-analyses qui concernent la prévention primaire des statines. Alors maintenant, on peut se poser la question de savoir si ces résultats persistent lorsque les patients sont à plus haut risque cardiovasculaire, par exemple lorsqu'ils sont diabétiques. Et c'est l'étude CARTS qui a été menée en 2004, qui comparait chez des patients diabétiques en prévention primaire la torvastatine 10 et le placebo. Juste une petite parenthèse, souvent il y a une petite confusion dans la définition. Le patient diabétique est bien en prévention primaire dans la mesure où il n'a pas fait d'événements cardiovasculaires. On est bien d'accord là-dessus. Donc étude qui concernait un peu plus de 1100 patients, suivis de 65 à 75 ans, et sur un suivi de presque 4 ans. Le critère de jugement principal de l'étude était bien sûr la survenue d'événements cardiovasculaires majeurs. Vous voyez là encore qu'il y a une diminution du nombre d'événements, mais par contre lorsqu'on regarde la mortalité toute cause, eh bien, même si elle diminue, les résultats ne sont pas significatifs chez le diabétique. Lorsqu'on s'intéresse à des patients qui sont, eux, hypertendus et qui cumulent plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire,
c'est l'étude Ascot-LLA qui a été publiée en 2003 avec une autre analyse en sous-groupe en 2011. Donc là, elle concernait l'atorvastatine versus le placebo et concernait donc un peu plus de 4400 patients qui avaient une moyenne d'âge de 71 ans et qui ont été suivis un peu plus de 3 ans. Bon, le critère de jugement principal, c'était la survenue d'infarctus du myocarde non fatal ou de maladie coronarienne fatale. Et là, vous notez que le risque relatif était de 0,63, donc une baisse de 37% des événements cardiovasculaires, donc de façon significative. Par contre, là aussi, vous notez que sur le plan de la mortalité cardiovasculaire et mortalité toute cause, les résultats ne sont pas significatifs. Alors si on se penche maintenant sur les méta-analyses effectivement, qui ont été faites sur les personnes âgées, je vais y aller très très vite, parce que vous comprenez bien que si vous prenez en compte ces résultats d'essais cliniques qui sont tous négatifs en ce qui concerne le résultat des statines sur la mortalité toute cause, les méta-analyses ne montrent rien d'autre. Elles vont montrer que certes, il y a une diminution des événements cardiovasculaires, mais en tout cas, il n'y a pas de réduction de la mortalité, et la plupart du temps, il n'y a même pas de réduction de la mortalité de cause cardiovasculaire. Par contre, de l'autre côté, on sait que les statines peuvent être responsables d'effets indésirables. Et effectivement, on connaît tous le problème des myalgies, des exceptionnelles rhabdomyolyses, il faut bien le dire, mais d'autres effets indésirables qui commencent à être décrits, par exemple la survenue de diabète, dans certains cas la survenue de cancer, par exemple l'étude Prosper que je citais tout à l'heure, il était noté que dans le bras sous statine, sous pravastatine, eh bien, il y avait une augmentation du nombre de cancers. Et ce qui fait que les auteurs ont été obligés de faire une méta-analyse pour bien montrer que les statines n'augmentaient pas le taux de cancer. Donc la méta-analyse n'augmente pas le taux, il n'y a pas d'augmentation de taux de cancer sous statine, mais par contre, dans l'étude Prosper, il y a une augmentation. Effectivement, on peut trouver chez nos patients une perte d'autonomie, des douleurs musculaires, une diminution de leur activité physique. Ont été décrits également des problèmes de cataracte, des problèmes bien sûr d'interaction médicamenteuse. Et tout ça fait que, même s'il n'y a pas d'études randomisées qui soient suffisamment de niveau de preuve élevé, eh bien, quand même, il y a une tendance à penser qu'il y a beaucoup d'effets indésirables qui sont liés aux statines. Tout à l'heure, on en parlait, il y a même des effets dermatologiques. Donc, du coup, on voit bien que ce sont des médicaments qui ne sont pas complètement neutres. Et comme vous l'avez compris, eh bien, le rapport bénéfice-risque des statines chez les personnes de plus de 75 ans reste à évaluer parce que la plupart des essais cliniques que vous avez vus, d'une part, ils ont été réalisés dans des pays anglo-saxons. Lorsque vous regardez ces études, vous voyez que, par exemple, l'index masse corporelle dans les études est souvent supérieur à 30 pour près de 45% des patients. Tout à l'heure, Mme Gatta disait que c'était 15% en France, donc vous voyez bien qu'on n'a pas la même population que l'on rencontre. Ça a été fait donc sur une population qui a un plus haut risque cardiovasculaire, donc ce qui fait que le taux d'événements cardiovasculaires qui sont survenus est sûrement plus élevé. Et du coup, eh bien, on est très, très clairement dans une situation où la décision que l'on doit prendre par rapport à nos patients de plus de 75 ans, elle n'est pas très claire. On n'a absolument pas d'études fiables sur lesquelles se reposer. Et donc, on sent bien qu'on aurait une nécessité à faire un travail de recherche là-dessus pour essayer d'y voir clair. Et donc, c'est ce qui m'amène à vous parler de la suite, c'est-à-dire de l'étude SAGA. SAGA, ça veut dire statine au grand âge, et qui est un essai clinique donc pragmatique parce qu'il va se faire dans la vraie vie des patients, qui sera comparatif et randomisé et qui se déroulera dans nos cabinets de médecine générale et qui comparera deux groupes. Donc un groupe où les patients continueront leur statine telle qu'ils les prennent en prévention primaire et un groupe où il y aura une intervention, ils devront arrêter leur traitement par statine et ceci se faisant de façon randomisée avec pour objectif principal d'évaluer l'efficience en vie réelle, dans la vraie vie pour la vraie vie de nos patients qu'on rencontre en France et non pas à l'étranger, donc de l'arrêt des statines chez les personnes de plus de 75 ans. Voilà. Donc cette étude, je vous en dis deux mots et après je vous laisserai poser des questions. Cette étude va donc concerner que des patients de plus de 75 ans qui seront suivis par leur médecin généraliste et qui sont traités par statine depuis au moins 6 mois et avec
pour critère de jugement principal la mortalité de toute cause, ainsi que d'autres critères donc, qui seront sur la qualité de vie essentiellement, et puis sur les événements, la survenue d'événements cardiovasculaires. Et c'est une étude qui a été financée par le plan de recherche médico-économique de la DGOS. Donc c'est un financement entièrement public. Vous imaginez bien qu'un laboratoire pharmaceutique ne serait pas très enclin à proposer ce type d'études de non-infériorité et donc d'arrêt de traitement. Voilà, cette étude va nécessiter le recrutement de plus de 2400 patients. Vous avez vu que dans toutes les études, c'est un effectif qui n'est pas très très élevé, mais quand même qui est suffisamment élevé pour être réalisé en France et qui va nécessiter de recruter donc un peu plus de 500 médecins généralistes et avec un suivi des patients pendant 3 ans pour voir un petit peu ce qui se passe dans les 2 bras que je vous ai précités. Voilà. Et du coup, effectivement, on a besoin peut-être des internes parce qu'ils pourront motiver nos maîtres de stage à être un peu plus actifs en recherche en soins primaires. Parce que vous savez qu'on est quand même les parents pauvres un petit peu de la recherche dans l'ensemble des disciplines. Donc il faut aussi se mobiliser pour la recherche en médecine générale, dans la vraie vie, avec nos patients, et non pas des patients artificiels, tels qu'ils ont été recrutés. Parce que les études que je vous ai présentées, je n'ai pas fait une lecture critique détaillée, mais je peux vous dire que par exemple l'étude Jupiter a donné lieu à un certain nombre de critiques dans la presse spécialisée, du fait justement des biais de recrutement. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition pour toute question. Merci Jean-Philippe. Je voudrais revenir un petit mot sur cette étude SAGA. C'est quand même une des premières études en soins primaires en France dont les promoteurs sont des médecins généralistes et qui s'adressent directement à la pratique en soins primaires, à notre pratique. Et je pense que l'engagement qu'on pourra avoir, nous, médecins généralistes, dans ce type d'études, montre un petit peu qu'on est capable de mettre en place des études qui vont apporter quelque chose à notre pratique et donc à nos patients. Voilà, et je remercie Jean-Philippe de ça.